Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire de présentation de l'AMI BOAS. Donc, bienvenue à ce webinaire. Nous serons deux à présenter cette AMI aujourd'hui. Donc, pour ma part, je suis Laurie Alla, je travaille à la direction scientifique de la plateforme des données de santé et plus particulièrement, je suis chef de projet Open Science. Et je laisse la parole à Naurès Bessassi pour se présenter. Bonjour, merci Laurie. Donc, Naurès Bessassi, je suis responsable des partenariats à la direction des partenariats. Et pareil, avec Laurie, on organise cet appel à projet et par la suite, on accompagne les lauréats dans le conventionnement. Merci beaucoup, Naurès. Donc pour aujourd'hui, l'ordre du jour que nous allons adopter, c'est le suivant. Dans un premier temps, une présentation de l'AMI BOAS et de son dossier de candidature, accompagné des annexes du dossier de candidature et de la convention de collaboration. Et enfin, une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc, pour commencer, une présentation de l'appel à manifestation d'intérêt qui est porté par la plateforme des données de santé, qui est une structure publique créée fin 2019 visant à faciliter l'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public dans la continuité de la mise en place du SNDS en 2016. Donc, c'est un guichet unique sur les données de santé en France, mais également un catalogue de données qui inclut une des plus larges bases de données médico-administratives au monde et une plateforme sécurisée à l'état de l'art. Ce programme, il répond à des obstacles liés à la manipulation de données de santé et à des fins de recherche, et il a pour objectif de répondre à plusieurs enjeux, notamment par rapport à la complexité de la base principale du SNDS qui peut être une limite à l'entrée de nouveaux utilisateurs, également au fait que de nombreux algorithmes ont été développés mais sont méconnus ou ont une accessibilité limitée ou fragmentée. Le fait également que peu d'algorithmes sont validés sur des données externes, puisque c'est souvent difficile, long et coûteux. Et enfin, un enjeu lié au déploiement rapide des EDS à travers le territoire. Donc, l'objectif, c'est d'exploiter efficacement ces vastes volumes de données hétérogènes dans le cadre donc des données de santé. Donc, le programme BOAS, il vise à concevoir des outils optimisant le traitement et l'interprétation des données en facilitant des étapes clés comme l'anonymisation, le cohorting, la pseudonymisation ou encore la data visualisation. Ces solutions, elles ont pour objectif de garantir des analyses plus fiables et constituent en ce sens un levier majeur pour accélérer la recherche. Donc, en résumé, quels sont les objectifs du programme BOAS? Dans un premier temps, soutenir le développement et la validation d'algorithmes et de programmes informatiques facilitant la réutilisation de toutes les bases de données. Mutualiser les efforts autour d'outils de manipulation des données de santé. Consolider et fiabiliser les outils d'analyse des données. Et enfin, promouvoir l'open source dans la recherche sur les données de santé. Cet AMI, il est ouvert de façon continue avec plusieurs vagues de relève successives chaque année. Donc là, aujourd'hui, on est là pour présenter la relève de la 10e édition de cet AMI, qui porte sur 3 thématiques différentes. Une première thématique qui porte sur la documentation médicale et technique d'algorithmes ou codes sources développés sur des données de santé dans le but de permettre une réutilisation large. Une thématique numéro 2 qui porte sur le développement, la validation et la sophistication d'algorithmes de ciblage ou autres programmes visant à faciliter la réutilisation des données de la base principale du SNDS. Et enfin, une thématique 3 qui est similaire à la thématique 2 mais qui porte sur d'autres types de données. Donc, le développement, la validation et la sophistication d'algorithmes de code source ou de programmes visant à faciliter la réutilisation de données de santé autres que celles issues de la base principale du SNDS. Au niveau de l'accompagnement financier des projets qui auront été lauréats, pour les projets de la thématique 1, on a un financement qui peut aller jusqu'à 10 000 € sur une période de 12 mois. Et pour les projets de la thématique 2 et de la thématique 3, on a un montant qui peut aller jusqu'à 100 000 € sur une période de 24 mois. À ce jour, il y a 40 projets qui ont été retenus au cours des 9 premières vagues de l'AMI BOAS et ils portent sur des sujets vraiment variés. Donc, on peut citer par exemple un projet sur la sclérose en plaques, sur les leucémies, sur la périnatalité ou encore sur les cancers cutanés. Donc, il y a plus d'informations sur le site internet du HDH si vous le souhaitez, mais on constate voilà, un grand nombre de projets avec une grande diversité de thématiques abordées. Cet appel à manifestation d'intérêt, il est accompagné d'une grande dimension d'ouverture de la science pour favoriser les avancées scientifiques et l'innovation. Donc ici, on cite de façon non exhaustive quelques intérêts de l'ouverture de la science. On peut
notamment penser à la fiabilisation de la recherche, puisque ça permet de faciliter la compréhension des résultats et de permettre une reproductibilité de ceux-ci. Ça permet d'améliorer de façon continue les résultats, puisque la communauté peut proposer des améliorations, des précisions ou des modifications. On peut également citer le fait que l'ouverture de la science permet d'améliorer l'efficacité de la recherche, puisque ça peut permettre d'éviter de dupliquer les efforts. Et enfin, ça permet de valoriser la recherche, à la fois les équipes qui contribuent, mais surtout les ressources qui sont partagées. Donc, à ce titre, une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé a été mise en place en 2024. Cette bibliothèque elle a pour objectif principal de centraliser les algorithmes en santé qui sont partagés en open source, donc que ce soit des algorithmes issus de l'AMI BOAS ou pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un grand nombre de ressources qui sont issues d'autres projets partenaires du HDH ou non. Donc, à ce jour, il y a 45 ressources qui sont disponibles dans la BOAS. 5 d'entre elles seulement sont issues de l'AMI BOAS. Donc, ça montre vraiment qu'on peut contribuer sans forcément avoir des projets de la MI BOAS. Il y a 24 projets qui sont encore en cours et donc 24 ressources à venir dans la BOAS, dont 5 projets qui devraient aboutir d'ici fin 2026. Donc l'objectif de cette bibliothèque, il est double. Dans un premier temps, référencer les algorithmes de ciblage sur la base principale du SNDS et leur implémentation. Ça fait écho à l'historique de l'AMI qui était vraiment à la base ciblé sur ces algorithmes-là, puis qui a été élargi par la suite, mais également référencer des algorithmes de traitement sur les données de santé de façon plus générale pour faciliter leur réutilisation. Donc, la BOAS, c'est un projet qui est collaboratif et ouvert, qui a vraiment pour objectif de faciliter le traitement des données de santé. Et au-delà d'être une bibliothèque, c'est aussi une initiative collaborative dans laquelle on propose un accompagnement à toutes les étapes de l'ouverture et un partage de bonnes pratiques. Concrètement, à quoi ressemble la bibliothèque? Donc, le lien sera partagé dans le chat, donc vous pouvez directement aller voir. Mais sur le site du Health Data Hub, il s'agit d'une liste d'algorithmes qui sont ouverts. Lorsqu'on clique sur un algorithme qui nous intéresse, on a une fiche descriptive qui va s'ouvrir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le lien directement vers la ressource téléchargeable. Donc ici, la ressource est ouverte sur le GitLab du HDH parce qu'on le met à disposition des personnes qui le souhaitent, mais c'est tout à fait possible de référencer des ressources qui sont ouvertes sur le GitLab ou le GitHub du porteur de projet. Donc ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est que l'objectif, c'est d'ouvrir des ressources sur des plateformes collaboratives telles que GitLab ou GitHub, qui permettent donc de mettre à disposition du code, quel que soit le langage de programmation, mais qui permettent surtout de travailler en collaboration avec un système de tickets qui permet de faire évoluer les ressources tout en documentant les changements avec un système d'historique de version et un système de validation et de comparaison des versions. Et enfin, le Health Data Hub propose donc un accompagnement à toutes les étapes de l'ouverture des résultats. Donc, qu'il s'agisse de la documentation de la ressource, puisqu'on a mis en place des templates qui sont directement disponibles sur le site internet du HDH. On accompagne également sur l'interopérabilité de la ressource pour que celle-ci soit utilisable par le plus grand nombre. Au niveau de la parentalité, puisqu'on propose l'attribution d'un DOI qui permet de rendre une ressource facilement citable et surtout citable de façon pérenne. Au niveau de l'attribution des licences également, et de la mise à disposition d'outils de diffusion, que ce soit le GitLab du Health Data Hub ou la bibliothèque qui est un miroir de ce GitLab. Et enfin, un partage des bonnes pratiques à toutes les étapes des projets. Donc pour la suite, je vais laisser la parole à Naores. Hop, je te laisse également le partage d'écran pour que ça soit plus fluide. Merci Laurie. Je partage mon écran. Yes. Du coup, là vraiment, on va rentrer dans le réacteur et on va voir comment on arrive à identifier les projets lauréats. Donc, pour commencer, pour être éligible, un projet, il doit respecter plusieurs critères. Dossier, il doit avoir un dossier complet qui respecte le format imposé avec tous les éléments remplis correctement. Soumission électronique via démarche numérique dans les délais impartis. Et le projet doit respecter un budget qui est par thématique. Donc l'assiette de travaux qui doit avoir une assiette éligible une assiette éligible de travaux qui n'a pas fait ou qui ne fait pas l'objet d'un financement public hors du cadre de cet appel à projet. La durée du projet doit être conforme aux limites autorisées par les thématiques, donc à savoir 12 mois pour la première thématique et 24 mois pour la deuxième.
Bien sûr, il faut qu'il y ait une cohérence avec l'une des trois thématiques présentées et prévision d'un partage en open source des résultats, outils ou algorithmes développés. En ce qui concerne le porteur du projet, donc il faut qu'il soit une personne morale enregistrée en France et à jour dans leurs obligations fiscales et sociales. Donc là, sur les critères de sélection, pour info, ça a été restructuré en 5 critères au lieu de 7, comme les autres, comme les vagues précédentes, pour justement plus de clarté. Donc on a pertinence des données mobilisées pour pour les thématiques 2 et 3, pertinence de la méthodologie, faisabilité et réalisme technique, pertinence du projet et caractère utilisable de l'algorithme et du code source ou du programme. On va faire un zoom sur chaque critère. Donc là, l'évaluation, elle va porter sur la solidité scientifique et l'intérêt du projet. Donc sur la pertinence du projet, il s'agit vraiment de démontrer l'intérêt du projet en mettant en avant les enjeux sociaux, sanitaires, environnementaux, ainsi que les bénéfices médico-économiques attendus. L'algorithme ou l'outil proposé, il doit répondre à des enjeux concrets. Sur la pertinence de la méthodologie, donc pour la thématique 1, il faut qu'il y ait une description précise du format de la documentation médicale et ou technique envisagée. Et pour les thématiques 2 et 3, les candidats doivent décrire une méthodologie qui garantit la performance et la fiabilité de l'outil. Et dans tous les cas, le projet, il doit vraiment prouver la valeur ajoutée par rapport à l'état de l'art, donc les publications, les références qui existent bien sûr à l'appui. Euh, Ici, l'accent est mis sur la capacité opérationnelle à mener le projet à bien. Donc, si on commence par la faisabilité et réalisme technique, le jury, il va vérifier la cohérence du calendrier, du budget par rapport au jalon, l'adéquation de l'équipe ou des partenaires mobilisés. Les démarches réglementaires aussi, pour l'accès aux données, sont un point d'attention majeur. Sur la partie pertinence des données mobilisées pour les thématiques 2 et 3, il est attendu une description claire du périmètre des données nécessaires, des modalités d'appariement éventuelles, ainsi qu'une identification des limites et enjeux qui sont liés à ces données-là. Et là, bien sûr, vraiment, c'est le pilier central de l'AMIBOISE, car les lauréats, ils s'engagent dans une démarche de sciences ouvertes, comme l'a présenté Laurie tout à l'heure. Sur le caractère réutilisable, le candidat, il doit expliquer que l'outil développé peut être réutilisé par d'autres. Et sur les modalités de mise à disposition, il faut détailler comment les résultats seront mis à disposition. Donc, type de documentation, conditions d'usage, licence si elle est identifiée. Et l'objectif, c'est que le travail profite à l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, en pratique, sur démarche simplifiée, il y a le lien pour déposer. Je vais partager, je vais changer d'écran pour vous montrer. Excusez-moi, juste l'écran. Donc là, vous voyez le dossier comme il est sur démarche numérique. Euh, Avant vraiment de débuter la rédaction, on a mis en place un guide de la démarche. Donc, il vaut mieux le télécharger pour prendre connaissance
de la structuration du dossier afin d'éviter les redondances dans la rédaction. Donc chaque section doit vraiment apporter un éclairage spécifique et complémentaire. Et en fonction de la thématique choisie, donc une, deux ou trois, il y aura deux parcours distincts que vous aurez dans le dossier de candidature. Là, petit conseil. Donc le dossier, il doit avoir suffisamment de détails, bien sûr, pour assurer une lecture cohérente pour le jury et permettre d'évaluer voilà les critères de sélection qu'on vous a présentés. Et si par exemple un élément a déjà été mentionné, c'est pas la peine de le recopier, il faut faire un renvoi direct, voilà, un renvoi à la section, par exemple, voir section 2.1, etc. L'ensemble des références et la bibliographie, vous pouvez les mettre aussi dans une annexe à part. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Voilà. Et bien sûr, il y a des annexes justement à joindre à votre dossier de candidature qui sont directement sur des marches numériques. Et on commence par la fiche projet. La fiche projet, elle va servir à créer une page dédiée à chaque projet lauréat pour le promouvoir et informer le grand public sur son importance et les bénéfices qu'il apporte à la recherche. Donc, puisqu'elle est destinée au grand public, il serait utile aussi de vulgariser un peu les informations afin de les rendre accessibles à tous. On passe à l'annexe présentation de l'équipe. Pareil pour info, cette annexe, elle était détaillée directement dans le corps du dossier de candidature. Et là, pour rendre le processus plus fluide, nous l'avons déporté dans une annexe à part, ce qui va permettre vraiment de présenter les équipes de manière plus structurée, sans être contraint par la mise en page de démarches numériques. Et juste pour préciser, euh, elle est obligatoire pour évaluer la capacité technique et l'adéquation de l'équipe avec l'ambition du projet, donc le critère de la faisabilité. Et là, si votre projet il repose sur les données de la base principale du SNDS et que vous souhaitez l'utiliser. Donc, il faut fournir un certain nombre d'informations qui sont consolidées dans une expression de besoin suivant le type, le format type fourni par la CNAM. Normalement, vous pouvez trouver tous ces fichiers dans le chat. L'annexe financière. Alors, euh, dans le cadre de cette AMI, donc il y a un accompagnement financier ce financement, il provient de fonds publics, donc il est donc régi par un règlement financier. Quatre grands principes découlent de ce règlement. Donc, on a le taux de financement qui est déterminé avec la réglementation européenne relative aux aides d'État. Il y a une analyse d'éligibilité à une aide d'État qui est conduite avant la signature de la convention de partenariat et le taux de financement déterminé, il peut monter jusqu'à 100%. L'échéancier, donc le financement, il est versé en plusieurs fois selon le montant. Ces échéances sont prévisionnelles. Et ils sont bien sûr conditionnés à la présentation de justificatifs ou au franchissement de certains jalons du projet. Et pour chaque versement, il y a une rétention qui est appliquée, une rétention de 20% qui est appliquée. Et à la fin, donc la rétention globale, elle sera libérée lors du dernier versement. Et on procède aussi par principe de justificatif. Donc, les dépenses du projet, elles doivent être justifiées par le partenaire signataire de la convention et qui bénéficie du financement. Pareil, on passe à l'annexe financière pour vous la présenter. Donc, c'est une annexe sous forme d'un tableur Excel. Premier onglet, c'est sur la fiche d'identité, vraiment le nom du projet, le programme, les partenaires et leur structure juridique. On passe directement au troisième onglet. Et après, je vous montre le deuxième. Donc, le troisième et quatrième onglet, c'est les étapes. Donc, ici, il faut
préciser déjà les dépenses pour chaque étape. Donc, on a des frais personnels avec l'intitulé du poste et la description des activités financières pour cette étape-là. Euh, pour chaque ligne budgétaire, on demande donc des justificatifs. Avant la signature, pour pouvoir valider le budget, on demande des justificatifs initiaux, donc c'est fiche de poste, plus contrat de travail anonymisé, bulletin de paie anonymisé, pour voilà, pour justifier le financement demandé. Et on passe à d'autres types de finances qui sont les coûts indirects, donc les frais de gestion qui s'appliquent aux frais de personnel, et les autres coûts directs, donc tout ce qui est prestations, des coûts qui sont relativement directs au projet, donc prestat, facture, je sais pas d'autres exemples. Oui, ça peut être voilà, des prestats sur la validation fonctionnelle de l'algorithme ou accès aux données, etc. Là, on procède, donc en termes de justificatif initial, on procède par devis, et à la fin, on demande une facture. Voilà pour comment structurer les étapes pour l'annexe financière. Et donc, une fois que vous avez mis en place vos étapes, il y a le deuxième onglet qui se remplit automatiquement. Donc là, il y a des formules qui se mettent en place, et on a le calendrier général. Euh, donc on peut voir comment c'est voilà, par échéance, et à la fin, il y a le dernier versement qui correspond à la rétention. Voilà pour l'annexe financière. Et pour les projets qui seront sélectionnés, il y aura une convention de collaboration qui va être signée avec la plateforme de données de santé. Euh, Cette convention, elle précise vraiment le partenariat avec la PDS, les travaux et le soutien financier apporté. Si jamais vous demandez l'utilisation de la plateforme technologique, c'est un contrat d'utilisation de la plateforme qui sera mis en place d'une manière indépendante de la convention. Et comment elle se structure, cette convention? Il y a bien sûr un exemple qui est disponible. Donc, il y a un corps de convention qui prévoit les engagements de la PDS envers le partenaire, et les engagements du partenaire, avec des annexes. Donc, la première annexe, c'est l'annexe fiche d'identité qui décrit les objectifs de l'étude, le domaine médical, etc. Une annexe 1 bis qui décrit les traitements les travaux et le calendrier prévisionnel. Une annexe 2 qui va définir les droits et les obligations en termes de propriété intellectuelle, avec une annexe 2 bis sur la précision sur les connaissances propres et les droits antérieurs de tiers, et bien sûr la liste des résultats escomptés. Et il y a l'annexe 3 qui est l'annexe financière qui a été présentée. Donc, en termes de calendrier, aujourd'hui, on a le webinaire d'information. Les dates limites de dépôt de candidature est fixée le 11 mai à 9 heures. En juin, on va avoir un jury qui sera composé de spécialistes qui va établir un classement des demandes. Et fin juin, annonce des résultats avec voilà, les projets qui seront retenus et qui bénéficieront d'un financement. Voilà, c'est pour la présentation de l'AMI. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura un replay, et le support de présentation sera partagé. On peut peut-être prendre les premières questions si tu veux, Navrès. Donc la première question porte comment calculez-vous le montant comment avez-vous calculé le montant d'accompagnement et avec quelles hypothèses?
Par ailleurs, il y a certains liens qui ne fonctionnent pas, on va les repartager. Ok. Maxime, Est-ce tu que avais levé la main, il me semble. Oui, peut-être juste le temps que Navrès reprenne quelques éléments qu'elle cherchait. Je ne sais pas si vous m'entendez bien à distance, n'hésitez pas à me dire, Laurie, si c'est un peu, Mhm. je suis un peu trop loin du micro. En fait, en fonction des thématiques que vous allez adresser, on a des plafonds qui sont proposés. Je vous passe le détail de ces hypothèses-là. En revanche, nous, par projet, ce qu'on va regarder, c'est ce que vous nous soumettez. Donc, comment est-ce que vous avez évalué finalement les différents coûts qui sont, que Nawaz et Laurie ont pu présenter, qui sont éligibles et qui sont inscrits dans notre règlement financier. Donc, l'idée, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre votre projet? Quels sont les différents éléments sur lesquels nous, on va pouvoir apporter un engagement financier complémentaire pour pouvoir nous permettre la bonne réalisation des tâches, quoi. Donc, en termes de coûts éligibles, vous avez différentes possibilités. Ça a été détaillé, mais je me permets juste de remettre l'accent dessus. On peut venir financer en fait de l'activité, donc par le biais finalement de personnes qui seraient dans vos organisations, donc sur rotation d'éléments financiers qui vont venir se substituer finalement à la rémunération de la personne. Ça peut être de la prestation aussi dans d'autres cadres. Également, on va pouvoir aussi intégrer dans ces demandes de financement des frais de gestion, donc tout ce qui pourrait être annexe à ce travail et qui pourrait permettre, enfin, qui pourrait nécessiter en tout cas un soutien. Et également tout une autre catégorie finalement de dépenses, qui peuvent être des frais d'accès, qui peuvent être des frais d'hébergement aussi en cas de publication. On sait que c'est des éléments qui peuvent nécessiter un petit peu de temps, mais également aussi un petit peu d'investissement financier. C'est des choses que vous pouvez mentionner dans votre candidature. Le plus vous serez précis, le mieux, nous, alors le jury déjà pourra évaluer votre dossier, mais nous, on pourra se projeter également sur la demande et rassurez-vous, pour les lauréats, on prend le temps de regarder tout ça ensemble et de pouvoir stabiliser les différents éléments pour les inscrire dans la convention de collaboration. On se met d'accord, on signe tout ça et c'est parti. Merci pour ta réponse, Maxime. On a une deuxième question. Est-ce que le développement d'un algorithme étudiant d'un algorithme étudiant les liens environnementaux et épidémies serait éligible? A priori, il n'y a pas de question là-dessus. Le lien entre environnement et épidémie est tout à fait éligible. En tout cas, cette thématique rentre tout à fait dans les thématiques de l'AMI BOAS. Oui, 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 tout à fait, je suis d'accord avec ça. Et ensuite, enfin, tant que ça rentre dans une des thématiques, c'est-à-dire documentation ou développement, validation d'un algorithme qui utilise des données de santé et que, in fine, il va être ouvert, c'est éligible. Je pense là-dessus, c'est vraiment pour compléter, c'est vraiment la finalité de votre projet qui est intéressante. Là, je comprends que ça rentre bien dans ce que nous on vise par le biais du programme BOAS. On a par ailleurs, alors je fais un petit instant de promotion, on a par ailleurs aussi un appel à projet qui travaille spécifiquement sur le croisement de données de santé et données environnementales. Là, je comprends de votre question que c'est davantage sur un algo, hein, vraiment. C'est pour ça que c'est plutôt pertinent de répondre à BOAS. Mais si vous voulez qu'on prenne le temps d'en discuter, on fera notamment une présentation qui est prévue demain sur cet appel à projet. Donc, pour le coup, le calendrier d'ouverture, enfin, le calendrier de dépôt est encore ouvert plutôt. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre le temps de revérifier avec vous pour vous assurer que vous êtes bien aiguillé vers le bon dispositif. Question suivante pour la thématique 2. Si on veut travailler pour un projet BOA sur des données de la base principale SNDS au sein d'un système fils SNDS, faut-il compléter l'annexe EDB ou cette annexe est-elle réservée aux équipes qui vont demander à la CNAM un extrait des données de la base principale pour leur projet? Oui, il faut compléter l'annexe EDB. Donc, oui. Il y a une question sur comment gérer la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc nous, comme je vous le disais, on accompagne les porteurs de projets à toutes les étapes de l'ouverture. Donc la propriété intellectuelle reste aux porteurs de projets qui ont développé le projet. Seulement, ils choisissent une licence avec laquelle ils vont encadrer les modalités de réutilisation de la ressource. Donc dans le cadre de l'AMI BOAS, les licences doivent être permissives. Ça veut dire que c'est des licences qui sont autorisées aux administrations et qui permettent une réutilisation large de la ressource, donc peu de restrictions. Mais après, voilà, nous, on recommande des licences Apache 2.0 ou MIT dans lesquelles la seule restriction, c'est la citation des auteurs.
Donc, dans tous les cas, une personne qui réutilise la ressource est obligée de citer la source de l'algorithme qu'elle utilise. Et par ailleurs, comme je le disais, on propose l'attribution d'un DOI, qui est un lien URL qui est pérenne et qui rend la ressource facilement citable. C'est exactement pareil que dans les articles scientifiques. Lorsqu'on cite un travail, on peut utiliser le DOI pour faire en sorte que les réutilisations soient plus facilement identifiées. Ensuite, on a une question. Dans le cas d'une resoumission d'un projet déjà soumis l'an passé, savez-vous s'il est possible d'intégrer une réponse aux commentaires de reviewers dans la description projet? Et si oui, où il serait le plus pertinent de mettre ces réponses? Je prends la réponse. Oui, oui, on a intégré dans le dossier de candidature un bloc qui détermine s'il y a eu une resoumission précédente et dans le cas où le projet n'a pas, que ce soit pour BOAS ou pour un autre appel à projet, et quelles seraient les évolutions apportées dans le cadre de la nouvelle soumission. Donc oui, vous allez trouver ça directement dans le dossier de candidature à la fin. La question suivante, je te la laisse aussi, Naura, si tu veux. Et quelle est la part en pourcentage des frais du projet pris en charge? Comment est-elle déterminée? Je suis pas sûre de comprendre Ouais, la alors part c'est de possible, je pense pourcentage. comprendre la question. Alors effectivement, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que vous avez le coût qui va représenter le projet dans son intégralité, vous allez avoir le coût que vous souhaitez que la PDS prenne en charge dans le cadre du règlement qui a été expliqué. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de pouvoir l'indiquer dans votre candidature, et c'est quelque chose sur lequel on vous encourage fortement à le faire. Par ailleurs, alors je ne sais pas si la question est orientée, par ailleurs, vous êtes pas sans savoir qu'on est aussi obligé de procéder avec les lauréats à une analyse, à la réglementation d'aide d'État, à savoir finalement dans quelle mesure finalement l'acteur qui sera financé pourra l'être, et quel est son pourcentage finalement de taux de financement. Donc c'est bien des choses qu'on regarde, on va bien avoir besoin finalement du coût total du projet et du montant que vous souhaitez que la PDS prenne en charge. C'est pas une notion de pourcentage, nous c'est plutôt des plafonds. Donc en fonction des thématiques, 10 000 pour la thématique 1 et 100 000 plafond de 100 000, pardon, sur les thématiques 2 et 3. Encore une fois, c'est des éléments qui sont un peu plus techniques de montage de projet. Sur ces aspects financiers, plus vous nous indiquez des éléments au moment du dépôt du dossier, plus on peut se projeter et comprendre votre dossier. On prendra évidemment le temps de regarder tout ça avec vous, de telle manière à ce que nous se comprenne bien et que le projet là, et son accompagnement soit le mieux ficelé possible. Merci. Bonjour, une lettre d'attention est-elle nécessaire? Si oui, y a-t-il une deadline? Alors, enfin, en termes d'éligibilité, elle rentre pas dans les critères d'éligibilité, mais elle permet de renforcer le dossier et elle permet aussi au jury en termes voilà, du critère opérationnel du projet euh, j'ai envie de dire de booster un peu le dossier. La deadline, ça sera la deadline du dépôt de dossier de candidature qui est le 11 mai. Euh, Dans le cadre du développement méthodologique, donc sur la thématique 2, applicable à une multitude d'études, est-ce nécessaire d'avoir une motivation médicale identifiée? Enfin, nécessaire, en vrai, ça va être plus sur l'enjeu concret du développement de votre projet. Donc, une motivation médicale, mais ou technique. Donc, est-ce que le projet développé, il va répondre à un besoin opérationnel qui va faciliter le travail des équipes, par exemple, ou des chercheurs. Donc, en fait, il faut bien contextualiser le projet dans le cadre du besoin. Donc le besoin, il est identifié et comment il se situe par rapport voilà, à l'état de l'art. Donc c'est pas vraiment enfin, oui, il y a une motivation de besoin, pas forcément médicale. C'est ça, de besoin d'intérêt pour la communauté de produire ce type de ressources. C'est aussi un point intéressant parce que c'est effectivement ça qui sera regardé par les membres du jury. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à fait
le droit d'avoir des projets ambitieux et on vous encourage à le faire, mais il faut que ce soit effectivement formulé de manière cohérente. Ça pourrait être un reproche que pourrait être formulé par le jury, c'est-à-dire finalement par rapport à l'ambition, on a des projets voilà, qui sont faisables, mais dont l'ambition est vraiment très importante dans le cadre du financement, de la demande de financement et dans le cadre de l'appel à la manifestation d'intérêt, c'est peut-être un peu trop éloigné de ce qu'on cherche. Donc il y a peut-être aussi cette rédaction-là qui est importante, c'est de contextualiser finalement votre questionnement par rapport à l'ensemble des enjeux que ça soulève, mais de bien préciser finalement dans quel cadre ça s'inscrit. Il y a une question sur les projets non retenus. Bénéficieront-ils d'un retour des rapporteurs pour améliorer en vue d'une nouvelle soumission? Donc, nous, lorsque les projets ne sont pas retenus, on essaye de faire un retour le plus juste par rapport à ce qui a été dit par les rapporteurs lors des auditions. Mais on ne partage pas directement les retours des rapporteurs. Donc, on essaye voilà, de faire un retour le plus constructif possible pour que les soumissions suivantes soient les plus pertinentes. Voilà. Concernant la deuxième thématique, les délais associés aux démarches réglementaires d'accès aux données sont-ils intégrés dans la durée du projet ou les projets s'appuyant sur des données déjà disponibles sont-ils privilégiés? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas du tout de priorisation des projets par rapport à la facilité d'accès des données ou non. Il y a d'ailleurs un accompagnement pour les démarches d'accès de notre part, donc il y a pas du tout de souci là-dessus. Oui, oui, juste pour compléter, on accompagne sur les démarches réglementaires. Après, sur le dossier de candidature, il est important de mentionner les connaissances sur les démarches réglementaires à entreprendre et de les mettre voilà, en évidence pour que le jury voilà, sache que c'est bien pris en compte. Oui, c'est ça, ça permettra de crédibiliser la maturité du projet, donc ce sera d'une certaine manière favorisé. Exactement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échange pour vérifier en amont si le projet est pertinent, notamment thématique 3? Oui, vous pouvez nous écrire en fait sur l'adresse mail de l'ami Boas en précisant exactement voilà ce que vos questions et on pourrait vous rapporter une réponse. Un projet doit-il être très généraliste pour être largement réutilisable ou un projet plus spécialisé peut-il être retenu? Euh, bon, là, enfin, enfin, encore une fois, on peut pas répondre vraiment sur comme ça, mais j'ai envie de dire en se basant sur les critères de sélection, il faut montrer que même pour un projet qui est spécialisé, qui a une capacité de réutilisation dans d'autres structures. Donc en fait, vraiment, c'est là où on accorde. C'est pas question d'être généraliste ou spécialisé, c'est vraiment la capacité de réutilisation et est-ce que c'est pris en compte dans la manière de développer? Est-ce qu'il y a des briques peuvent être voilà, utilisées dans d'autres structures, dans d'autres contextes. Donc c'est ce qu'on regarde. Est-ce obligatoire de publier un article? Euh, obligatoire, non, mais ça rentre dans le cadre de valorisation. Nous, en tout cas, on accompagne sur la valorisation et ça peut être des Ouais, peut-être en complément, alors je pense pas que ce soit un critère de non-éligibilité ou voilà, ça rendrait pas une candidature non intéressante en tout cas. En revanche, je ne crois pas qu'on en ait vraiment eu. ce cas, Et ouais. c'est quelque chose qui est quand même aussi très important. Enfin, nous, l'ambition derrière, c'est de pouvoir, évidemment, le BOAS, accélérer la réutilisation, disposer d'outils qui soient utiles et créer finalement des communs aux scientifiques. Euh, donc les articles, forcément, non seulement valorisent votre travail, votre projet, vous, mais contribuent aussi à tout ça. Donc je dirais que c'est quand même, à mon avis, quelque chose de quand même très important. Donc ce serait pas éliminatoire, mais ça pourrait en tout cas amener des discussions de la part du jury sur justement cette brique un peu de réutilisation, de valorisation qui serait un peu plus, peut-être un petit peu en deçà des autres projets. Voilà, donc je peux pas, voilà, je réponds un peu de manière un peu plus
peu plus, enfin, sans vous donner une réponse précise, mais voilà, je pense quand même que ce serait un peu plus d'en mettre un dans votre projet. On a une question à nouveau sur les parts des dépenses sur le travail spécifique pour le développement d'un algorithme. Donc, ça, apparemment, c'est pas très clair. Quelles sont les parts de dépenses qui peuvent être prises en charge? Donc tout ce qui est, on a dit, frais de personnel pour le développement de l'algorithme ou analyse des données, etc. Des prestations pour accéder à des données ou pour une validation. Et les frais indirects, donc tout ce qui est frais de gestion par pourcentage sur les frais de personnel. Euh, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de double financement sur la même assiette de travaux financés. On va peut-être juste en complément, je dirais qu'effectivement, on va chercher, nous, à prendre en charge enfin, une partie ou toutes les activités qui permettraient justement le développement de cet algorithme, donc vraiment de la conception jusqu'à sa mise à disposition. Après, sur la manière dont le projet a été structuré, monté et les parties prenantes qui seront associées, ça peut être différents types de dépenses. On a évoqué les frais de personnel, donc si jamais c'est vous qui êtes signataire, enfin votre organisation, pardon, et vous êtes intégré directement, on pourra, je dirais de manière un peu triviale, on pourra faire le substitut, entre guillemets, en prenant en charge sous forme de subvention finalement la rémunération qui a été accordée pour vous permettre de travailler dans le cadre de ce projet. Ça pourrait être aussi de la prestation si jamais on est plutôt sur un montage où un acteur tierce viendrait prendre le relais sous forme d'une prestation. Euh, voilà, c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer. Si c'est pas encore tout à fait clair au moment du dépôt, n'hésitez pas à l'indiquer. Ça nous permet juste de comprendre aussi un petit peu l'état de votre réflexion et ça nous permet de nous projeter. Mais c'est pas des choses qui sont totalement arrêtées à ce stade. On prend le temps évidemment de regarder tout ça avec vous après. Merci pour le complément. Dans le cas d'un projet porté par un CHU, est-ce que le chiffrage du projet nécessite un apport financier institutionnel équivalent à la demande d'aide? Alors, à ma compréhension de la question, je dirais que non. Non, ouais, tout à fait, pardon. Je me réponds aussi. Hum, non, en fait, encore une fois, indiquez-nous le montant total et le montant que vous savez que la PDS prenne en charge. Si c'est le même montant, bah, ça induit, j'imagine, que le CHU, dans ce cas-là, n'apporte pas en propre un financement sur le projet. C'est tout à fait possible, ça dépend finalement de l'ampleur, de la taille, de l'ambition de votre projet. Des fois, il y a des choses qui sont quand même assez ciblées, bien maîtrisées, où les coûts sont un petit peu plus réduits et rentrent dans l'enveloppe simplement, parfois c'est beaucoup plus large. La question, c'est de comprendre finalement d'où viennent, enfin, comment le montage est crédible. Donc, si c'est de l'argent, enfin, si c'est, pardon, c'est un financement qui est en propre, qui est apporté par la structure, ce sera d'autant plus une indication crédible ou qui crédibilise votre projet. En tout cas, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de demande, si vous voulez, de notre part, de demander à l'organisme qui porte le projet de s'engager financièrement ou quelque chose comme ça. C'est pas des éléments que nous, on va regarder, qu'on va demander. Et encore une fois, je répète ce que Manor s'est dit, mais pas de double financement, c'est un peu basique, mais ça serait très embêtant pour nous et on ne pourrait pas l'intégrer. Donc si le CHU paye déjà, l'activité, on n'est pas censé la financer, en d'autres termes. Ok, je passe à la question suivante, structurée en trois questions du coup. Est-ce que cet appel est ouvert aussi pour des startups de moins d'un an? Oui, enfin ça rentre dans les critères d'éligibilité mentionnés. Est-ce que les partenaires, en plus du partenaire principal personne morale en France, peuvent être immatriculés dans un autre pays que la France? Tant que le porteur principal qui dépose le projet et qui demande les financements est immatriculé en France, euh, les autres partenaires, on n'est pas, enfin, je sais pas si tu as de compléments sur cette partie-là, mais pour moi, c'est pas, ça reste Euh, éligible. Pardon, je relis juste la question, excusez-moi. Alors, voilà, la question sur l'éligibilité, il faut que le partenaire principal soit effectivement une personne morale qui soit à jour sur ses cotisations en France, donc Oui, voilà. son siège, son siège est en France.
Après, la question, c'est est-ce que dans le montage du projet, vous voulez intégrer des partenaires qui seraient non français, voire notre champ national, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, hein, tout à fait. Et la troisième question, est-ce que les aspects réglementaires, exemple d'IPO, RGPD, sont des conditions préalables ou alors peuvent faire partie du programme de financement? Euh, les aspects réglementaires, c'est-à-dire est-ce que, enfin, la CIV, par exemple, si vous souhaitez accéder à une base qui n'est pas réglementée ou qui n'est pas référencée, le jury va porter une attention là-dessus. Mais si par aspect réglementaire, vous allez demander un appui pour rédaction de l'IPD, par exemple, ou voilà, une activité de ce genre, et qui sert au développement de l'algorithme ou de l'outil derrière, oui, c'est une ligne budgétaire qui peut être accordée. Mais voilà, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire par aspect réglementaire. Peut-être en complément, et je vais juste apporter une réponse un peu détournée, mais nous, ce qui va nous intéresser pour que ce soit le plus clair possible, c'est finalement quelle est la nature des dépenses. Nous, on n'est pas, encore une fois, si je prends le principe de double financement, si votre organisation utilise déjà des fonds propres pour pouvoir financer un certain nombre d'activités, on ne va pas venir, enfin, le financement qui nous est proposé, il n'est pas là pour venir se substituer complètement à l'employeur. Donc, typiquement, des activités de compta ou RH, par exemple, c'est pas quelque chose, enfin, on n'aurait pas Mm. vocation à payer votre agent comptable, par exemple, c'est pas le sujet. C'est plutôt vraiment tout ce qui va être nécessaire, qui sera en plus et qui n'aurait pas été prévu pour pouvoir permettre à ce travail d'avoir lieu. Donc là, c'est un peu du cas par cas, il faut se poser un peu ces questions-là. Et encore une fois, c'est des choses que nous on regarde précisément au moment de l'accompagnement du projet. Merci. Question suivante. Est-il possible de soumettre un projet porté par un établissement de soins privé et un établissement de recherche de type UMR avec un porteur affilié à l'UMR? Oui, 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 tout à fait. Question d'après. Nous avons pour projet de travailler avec de l'agence biomédecine, l'ABM, dont les données ne font pas partie du SNDS. Sommes-nous éligibles à BOAS? Oui, oui, bien sûr. Alors, sur BOAS, la thématique 2, c'est SNDS. La thématique 3, c'est autre base de données. Donc oui, et il y a possibilité aussi de travailler sur SNDS et autres bases et faire des appariements. Donc oui, donc c'est bien décrit dans le dossier de candidature et les périmètres des données sont bien explicites et décrits. Oui, oui, ça rentre dans BOAS. Dans le cadre du développement d'un algorithme de santé basé sur des données de l'EDS, est-ce éligible pour la thématique 1? 3. C'est pour la thématique 3. Donc pas la thématique 1, c'est juste la documentation. La thématique 3, c'est développement, validation, sophistication d'un algorithme. Dans le cadre des précédents appels à projets, quel est le pourcentage de dossiers qui ont été retenus? J'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps, je peux vous le dire. Ouais, C'est autour de 25%, ok, très bien. entre 20 et 25%. Est-ce que l'algorithme publié peut aller jusqu'au stade de site web avec tableau de bord consultable en ligne? Oui, bah oui, bien sûr, c'est On n'a pas de limite là-dessus, ok. effectivement. Quel est le délai entre acceptation de dossier au financement et le conventionnement et donc début du projet? Une bonne question. Nous, on essaie de faire en sorte que ce délai soit le plus court possible. Oui. Parce qu'on a bien en tête que de toute façon, c'est le moment de la signature de la convention que les fonds seront versés. Et que mécaniquement, si on ne fait pas de rétro, si on ne finance pas les choses qui ont été faites avant la signature de la convention, globalement, les projets vont avoir besoin de ce financement pour démarrer. Donc nous, on essaie de réduire au maximum ça. Après, ça dépend évidemment des discussions. Parfois, on rencontre plus de difficultés finalement qu'on avait imaginé à la lecture du dossier sur des éléments peut-être plus réglementaires ou ce genre de choses. Ça peut arriver. En général, nous, on essaie de prendre la tâche au moment enfin, après l'annonce des lauréats, on prend la tâche dans les semaines qui suivent et ensuite, on essaie de pouvoir cadrer très rapidement le conventionnement. Il y a un certain nombre d'organisations avec qui on a des conventionnements types, ce qui accélère aussi les choses. On essaie de faire au mieux pour que ça puisse prendre le moins de temps possible. Mais on a encore des délais qui sont importants.
Donc c'est autour de 3 à 4 mois sur Boas. Et l'idée, c'est de faire le moins possible. Donc, tout à fait nous engager en tout cas pour que ce soit rapide. Que ce soit pas une phase qui vous mobilise trop. L'ensemble des justificatifs liés à l'annexe financière doit-il être joint en annexe, notamment les fiches de poste? Non, là, les justificatifs qui sont liés sont à fournir dans le cas de la sélection du projet. Donc, quand on va mettre en place la convention. Donc, c'est vraiment a posteriori de la sélection, quand on va valider le budget demandé. Est-ce que le cadre de cette AAP BOAS HDH peut être sollicité pour accompagnement d'une structure de soins qui développe des algorithmes de suivi ou de caractérisation en vie réelle sur thématique 3, un EDS structuré en cours de validation CNIL, données ascendantes pour parcours de soins à angle mort dans la santé vulvo-vaginale des femmes? Oui, tant que le dossier, voilà, encore une fois, bien complété et que vous prenez en compte les démarches réglementaires pour la validation de cette EDS et vous l'expliquez dans le jury, en tout cas, le projet reste éligible. Et encore une fois, quand il va avoir des outils, des algorithmes qui sont in fine vont être ouverts à la communauté, ça reste dans l'éligibilité de BOAS. C'est évidemment des points qui seraient échangés pendant le jury, hein. Voilà. Oui, Ça, c'est vous pointez quelque chose d'intéressant. Ça fait toujours l'objet de discussion et les jurys sont particulièrement sensibles à ce type d'informations. Je pense qu'à partir du moment où justement vous êtes très clair sur ces différents éléments ou sur les quelques questionnements ou interrogations qui peuvent exister dans ces chemins réglementaires, ce n'est qu'un plus finalement dans votre dossier. Il y a c'est vrai qu'il y a aussi des éléments qui sont plutôt exogènes à votre projet et sur lesquels enfin, les calendriers vont reposer aussi un peu. N'hésitez pas à le mentionner, je pense que ça ne fait que renforcer votre projet. Ensuite, on a une question sur est-ce que croiser des données HDH avec des données environnement est éligible? Donc, il s'agirait d'une approche écologique où la causalité ne peut pas être démontrée. Donc, tout à fait, si c'est une thématique santé-environnement, a priori, il n'y a pas de problème pour rentrer dans les thématiques de la MIBOAS. Ouais, je ne sais pas si c'est la même hauteur de la question, mais j'ai envie de répondre un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est une question de finalité. Si vous rentrez dans la philosophie du cahier des charges de BOAS, effectivement, pourquoi pas. En tout cas, la nature du projet et la question de recherche derrière ne sont pas problématiques. Par contre, là, comme ça, j'ai un peu le sentiment que ça ressemble davantage à l'appel à projet croisement, enfin, ouais, j'ai croisement des de données de capteurs. santé et environnementale auquel vous faites référence. Et là, je continue à faire une petite promotion. On a le webinaire qui est prévu donc demain. Peut-être qu'on peut aussi vous inviter Ouais. le lien d'inscription dans le chat. Ça peut être intéressant que vous fassiez en tout cas une oreille ou un œil à cette présentation. Et de la même manière que la question qui était posée précédemment, on est aussi à votre disposition pour creuser davantage. On sait que ça peut vous prendre du temps, même si maintenant on est quand même pas mal aidé par certains outils pour rédiger ces dossiers. Le temps est précieux, donc n'hésitez pas aussi à nous écrire en amont qu'on prenne le temps de vous apporter une réponse qui soit plus contextualisée et qui nous Mm. permette d'être bien aiguillé. Question suivante, est-ce que cet appel à projet peut financer tout type de statut RH, CDI, CDD, stagiaire? Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Tant que ça rentre dans les besoins du projet, c'est des frais éligibles. Ce qui indique aussi que ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas en poste aujourd'hui, hein. Oui, Je me permets oui, de oui, rebondir oui, oui, là-dessus. oui. On prend ça aussi en compte. L'idée, c'est qu'après, vous soyez en mesure de pouvoir un peu vous projeter, nous dire un peu quel serait le montant enfin, de la rémunération qui serait proposé à cette personne. C'est toujours des éléments qui sont par définition, qui ne sont pas clairs, hein, et c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, qu'on peut réfléchir, il n'y a pas de problème. Encore une fois, vous l'indiquez, ce sera plus simple pour nous. Oui. Et dernière question, si nous répondons à la thématique 2 et que nous disposons déjà de la base de données contenant des données du SNDS, à parier à une autre base, est-ce qu'il faut quand même compléter l'annexe expression de besoin SNDS? Euh, est-ce que
Est-ce que vous voulez dire par ça, encore une fois, si vous pouvez, moi je vais répondre et si vous pouvez contextualiser un peu plus à l'adresse de Boas. Donc, si vous avez déjà accès à cette base de données, donc l'annexe expression de besoin, elle est pas obligatoire. Si vous l'avez déjà, vous avez accès à cette base-là dans le cadre, je sais pas, de votre structure, par exemple. Donc, l'annexe EDB n'est pas obligatoire. Est-ce que vous incluez les personnels fonctionnaires type CHU dans ces personnels éligibles? Oui, oui, tant que la personne financée, enfin le profil financé va travailler sur le projet avec et sur la ligne budgétaire, c'est bien expliqué le type de mission qu'il va apporter, donc ça reste des coûts éligibles. Et je précise juste, travailler sur le projet sur les questions de données, quoi. Oui, Encore une fois, c'est une question de finalité oui, de oui. l'activité, c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour se substituer à l'employeur. Une question, est-ce que le montant prestation est limité à un certain pourcentage du budget global du projet? Non, non, il y a pas de pourcentage du budget, donc ça respecte le, le plafond. Donc 100 000 pour thématique 2 et 3 et 10 000 de thématique 1. Sur les aspects financiers, là, qui sont un petit peu plus techniques, moi, je peux que vous inviter aussi à prendre connaissance de notre règlement financier. Il est disponible en ligne. On peut aussi vous mettre le lien si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, c'est les éléments que nous, on suit, en fait, pour pouvoir justement évaluer et ensuite, entre guillemets, plaider, je dirais, vos dossiers, puisque c'est ce qu'on fait en interne avec nos instances financières. Donc, comme ça, vous aurez finalement tous les mécanismes, toutes les règles qui sont posées dans ce document et ça vous permettra de davantage et mieux vous projeter, je pense. On peut évidemment aussi prendre le temps d'en rediscuter. On peut aussi, oui, on peut le mettre aussi dans le mail avec le lien replay Mhm. et le support. On va intégrer ce lien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Pareil, nous, on est disponible pour répondre à vos questions sur l'adresse de l'ami Boas. Donc, n'hésitez pas jusqu'au 11 mai à nous contacter. Et je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.